Nous avons besoin de vous. 1 million de personnes sont abonnées à notre chaîne YouTube et pourtant, nous sommes encore fragiles. La censure bancaire du pouvoir a mis en danger notre survie financière. Aidez-nous à construire notre budget pour l'année prochaine afin d'assurer notre mission, rester à vos côtés et vous informer en toute indépendance. Nous comptons sur vous dès maintenant. Madame, Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, retour sur la paix en Ukraine au lendemain de la rencontre russo-américaine. Alors que le chemin apparaît encore bien loin pour mettre un terme à la guerre, l'Union européenne agite toujours les feux. En France, la saga budgétaire file vers son épilogue. À 4 jours du vote, une question est sur toutes les lèvres. Le gouvernement passera-t-il par le 49.3 ? De quoi diviser jusqu'au petit socle central. Et puis nous reviendrons sur le projet de nationalisation d'ArcelorMittal France. Malgré l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale, le texte ne devrait pas aboutir. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Réponse dans un instant. Gesticulation européenne, discussion russo-américaine, la guerre en Ukraine mobilise l'échiquier mondial. Loin des pourparlers, Bruxelles maintient son cap suicidaire. Le point tout de suite. La paix en Ukraine patine toujours. Après une rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine lui-même, la sortie de crise en Ukraine n'est toujours pas ficelée. En réalité, depuis la présentation d'un plan de paix en 28 points par Donald Trump, les négociations paraissent une nouvelle fois au point mort, comme l'a confessé le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Uchakov. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de compromis, mais certaines solutions américaines semblent plus ou moins acceptables et nous pouvons en discuter. Nous nous sommes mis d'accord avec nos collègues américains pour ne pas divulguer l'essentiel des négociations qui ont eu lieu. Ainsi, la paix est au point mort et les termes de tractation sont secrets, contrairement à ce que l'on pourrait comprendre en écoutant la grande presse labellisée par Emmanuel Macron. Tout porte en effet à croire que Donald Trump, pressé d'en finir avec ce dossier, ne souhaite pas que Volodymyr Zelensky et surtout les Européens ne s'emparent des blocages pour mettre définitivement à terre ses efforts. En effet, même sans information, les médias semblent enclins à mettre de l'huile sur le feu. Fidèle à leur obsession sur la menace russe, l'agence France Presse a ainsi favorisé la peur en publiant sur le réseau X que, je cite, Vladimir Poutine avait averti que la Russie était prête à la guerre. Un résumé très orienté pour commencer un tweet que beaucoup n'auront pas lu en entier. En réalité, la déclaration du président russe relevait de la posture défensive. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en guerre avec l'Europe, je l'ai déjà dit. Mais si l'Europe le souhaite et passe à l'action, nous sommes prêts dès maintenant. Cela ne fait aucun doute. La seule question est, que se passera-t-il exactement si l'Europe déclenche soudainement une guerre contre nous ? Je pense que tout sera rapidement terminé. Ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous agissons de manière chirurgicale, avec prudence et précision. Il ne s'agit pas d'une guerre au sens direct et moderne du terme. Si l'Europe veut entrer en guerre contre nous et passe à l'action, nous pourrions très vite nous retrouver dans une situation où il n'y aurait plus personne avec qui négocier. Une allusion claire à la dissuasion nucléaire qui devrait donc pousser les Européens à adopter une posture diplomatique et non plus de mouletta néoconservatrice. Un virage à 180 degrés qui ne devrait pas arriver demain dans la mesure où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a montré une nouvelle fois l'obstination de l'UE. Mais c'est en effet aujourd'hui un jour historique pour notre Union. Hier soir, nous sommes parvenus à un accord provisoire sur la proposition de la Commission, visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles russes. Nous tournons cette page, et nous la tournons pour de bon. C'est l'aube d'une nouvelle ère, celle de la pleine indépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Même indépendante de ses industries, puisqu'il n'y en aura plus. Depuis le début du conflit en Ukraine, les sanctions contre les énergies russes peu chères ont avant tout fossoyé les économies des pays membres tout en permettant aux États-Unis de vendre leur gaz polluant à prix d'or.
Une des raisons qui soulève d'ailleurs des interrogations quant aux intérêts des décisionnaires. En effet, après les révélations quant au scandale de corruption en Ukraine avec les proches de Volodymyr Zelensky à des postes de ministres ou d'entreprises dans le domaine énergétique, on peut légitimement s'interroger. Lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, Emmanuel Macron, adepte des inversions, a toutefois considéré que les soupçons de corruption autour de son homologue sont en réalité le témoin de l'intégrité de l'Ukraine. Est-ce que notre rôle est de donner des leçons, nous, à l'Ukraine ? Pas vraiment. Il a pu nous arriver d'avoir d'ailleurs des scandales de ce type. Une démocratie doit s'honorer de savoir les régler avec une justice indépendante et en sachant justement poursuivre tous les décideurs, quels qu'ils soient. Je note que vous n'aurez jamais de problème de corruption en Russie et que c'est ça qui devrait émouvoir beaucoup. Parce qu'il n'y a pas d'entité indépendante qui gère ces sujets-là. Et donc, comme on donne de l'argent, comme on soutient un effort de guerre, il est normal qu'on soit exigeant, qu'on regarde cela. Donc des comptes sont rendus. Mais je constate qu'en tout cas, la lutte contre la corruption fonctionne, puisqu'il y a des décisions qui sont ouvertes et des décisions aussi politiques qui sont prises. Mais n'oubliez jamais, quand on parle dans le débat français, que ce qui est inquiétant, c'est que vous n'avez jamais ce type de décision prise du côté russe. Parce que la vraie dictature est là. Eh bien oui, c'est imparable. Pourtant, même Bruxelles rechigne depuis des années à intégrer Kiev précisément à cause de la corruption. Dans ce cadre, on note que la Banque centrale européenne a finalement refusé de garantir le prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine avec les avoirs russes gelés. L'institution a même estimé que la Commission européenne violait son mandat. Ursula von der Leyen s'affaire donc à réfléchir à une alternative pour trouver des liquidités à envoyer en Ukraine, dont une partie se retrouvera sans doute dans les poches d'oligarques éloignés du front militaire. 49.3 ou pas ? Pressé par les LR et Horizon de passer en force, Sébastien Lecornu veut tenir son engagement vis-à-vis des socialistes. La dernière ligne droite jusqu'au vote du budget s'annonce donc houleuse. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Pour qu'on sauve ce budget, les 4 jours qui viennent vont être déterminants. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Très clairement, un budget dans lequel il y a des augmentations d'impôts et pas de revalorisation des retraites, je ne le voterai pas. Le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, ne votera pas le budget en l'état, alors que l'examen du projet de loi de finances pour 2026 bat son plein à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le fragile équilibre du socle commun ou du socle central, cette coalition informelle soutenant le gouvernement de Sébastien Lecornu, se fissure. Il y a la question du budget, amendé par les socialistes évidemment, mais aussi la manière de faire passer le texte. Et là-dessus, la manœuvre politique pour les concurrents des macronistes au pouvoir consiste à inciter à dégainer le 49.3. C'est ce que réclame l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Je suis persuadé que jamais les socialistes ne voteraient une censure. Donc pourquoi n'utilise-t-il pas ce que la Constitution lui permet de faire pour avoir un budget conforme aux intérêts de la nation? Pourquoi ? Eh bien parce que Sébastien Lecornu s'est engagé auprès des socialistes à ne pas recourir à un tel outil constitutionnel. Un engagement dont il n'entend pas se dédire, même si, en effet, il est possible que le passage en force n'implique pas un vote de censure des socialistes. Ces derniers savent que de nouvelles élections législatives seraient très risquées, d'autant que l'union de la gauche ne se fera très probablement pas avec les insoumis. Par ailleurs, un revirement du gouvernement donnerait du grain à moudre aux autres forces de gauche qui pourraient alors arguer qu'Olivier Faure s'est fait rouler dans la farine. Édouard Philippe, toujours en tête des études d'opinion du socle central pour 2027, pousse aussi au 49.3, voulant également éviter un budget sous influence socialiste. Même Marc Fesneau du MoDem est favorable à un recours à un tel mécanisme. Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, a fait savoir que l'exécutif n'entendait pas y recourir. C'est un peu facile. Pourquoi est-ce que nous aurions peur du débat parlementaire ? Et donc nous irons au vote, au bout. Ce sera mardi 9 décembre, ce sera une journée importante et les uns et les autres pourront prendre position. Puis les Français regarderont qui a choisi la réduction du déficit et qui a refusé d'avancer vers un budget. Les Français prennent surtout tout ce petit monde pour des guignols qui vont et viennent dans les gouvernements et qui changent de cap au gré des sondages et des risques de perdre la gamelle. Face à un Parlement sans majorité absolue où le Rassemblement national et la France insoumise totalisent près de 210 voix prêtes à s'opposer au budget, l'équilibre est précaire pour les macronistes en fin de règne. Le 49.3 peut servir d'échappatoire pour un gouvernement minoritaire. En cas d'engagement sur le PLF
ou le PLFSS avec 49.3. Le texte gouvernemental sera la référence et les députés auront 24 heures pour déposer une motion signée par 58 d'entre eux, examinée 48 heures plus tard. Pour l'adopter, il faudra 289 voix. Avec les voix du RN, de LFI, des communistes et des écologistes, il manquera encore une quarantaine de voix, ce qui est beaucoup, et il est assez improbable de voir plus d'une dizaine d'élus socialistes se rallier à la motion au risque de perdre leur siège. La longue saga budgétaire devrait ainsi se poursuivre encore au moins quelques jours, mais pourrait même s'étendre jusqu'au début de l'année 2026, avec comme conséquence des retards de paiement pour les entreprises, un discrédit croissant pour la classe politique, notamment celle au pouvoir, et une incertitude persistante, chose qui est la règle depuis la dissolution ratée d'Emmanuel Macron. La France est-elle en passe de reprendre la main sur la production d'acier ? L'Assemblée nationale a voté la nationalisation d'ArcelorMittal France, un projet qui ne devrait pas aboutir puisqu'il rencontre beaucoup de critiques. Renaud de Bourleuf. ArcelorMittal, de nouveau au cœur de l'attention. Jeudi, l'Assemblée nationale a voté la nationalisation de la branche française du groupe sidérurgique présidé par l'homme d'affaires indien Lakshmi Mittal. Une initiative du groupe La France Insoumise pour réagir alors que la multinationale a annoncé au début de l'année 2025 un très vaste plan social. Plus de 600 suppressions de postes en France. Le site de Dunkerque dans le Nord serait le plus touché avec 295 postes en moins. Le président du conseil d'administration de l'APEC, Pierre Damiani, également président du syndicat CFE-CGC Sidérurgie et secrétaire du CSE central d'ArcelorMittal France, est opposé à cette idée de nationalisation. ArcelorMittal France, qui représente 8 sites en France, est quand même très lié à ArcelorMittal Europe, voire monde, pour diverses raisons, ne serait-ce que dans un premier temps les approvisionnements matières. On a un achat au niveau mondial donc qui nous donne des prix. Donc si on nationalise, on deviendrait un tout petit acteur et donc on aurait forcément des achats de matières premières qui seraient plus chers. Secondo, on a beaucoup de systèmes informatiques intégrés avec l'Europe et le monde. Donc si on coupe tout ça, ça risque d'être compliqué dans la gestion au quotidien de notre entreprise et nos organisations. L'autre question qui peut se poser, c'est la partie recherche et développement, les brevets. Aujourd'hui, on a un gros laboratoire de plus de 600 personnes près de Metz, société ArcelorMittal Research. Si on veut nationaliser et si la R&D rentre dans ce cadre-là, je ne sais pas comment M. Mittal réagira. Il va peut-être se dire, écoutez, la R&D, je ne peux pas vous la laisser. Ou les produits que je développe, les produits de demain, vont être fabriqués dans d'autres sites et donc c'est pas forcément les sites français nationalisés qui en bénéficieront. La question de fond, c'est la nationalisation n'est pas un argument qui va permettre de sauvegarder l'emploi. L'entreprise n'est effectivement plus vraiment française depuis longtemps. Rappelons que le géant de l'acier Arcelor était un groupe industriel né de la fusion en 2002 de 3 sidérurgistes européens, l'espagnol Aceralia, le luxembourgeois Arbed et le français Usinor. En 2006, la société a fait l'objet d'une OPA du concurrent Mittal, détenu par l'homme d'affaires Lakshmi Mittal. Depuis, la nouvelle entité est donc ArcelorMittal. Les chefs d'État successifs ont ensuite manqué à leurs promesses, laissant s'opérer l'abandon des 2 hauts fourneaux de Florange. À ce titre, on s'interroge sur le rôle joué par l'État dans un tel dossier. Lorsque l'État aide les entreprises, on voit qu'il n'y a pas de vérification. Et ça, c'est bien dommage. Tout ce qui était mis en évidence permettrait de mettre en place des validations et des comités de contrôle de l'État. Quand je donne X millions d'euros, je vérifie que ces millions sont bien donnés à bon escient et je contrôle. Déjà, ce serait une bonne chose. Maintenant, le fait que l'État s'immisce un petit peu dans la vie des entreprises, pour les aider, c'est une chose. On a déjà le crédit impôt recherche qui est là. L'État devrait aussi jouer dans nos industries sur la partie énergétique. On est des industries où on est beaucoup gros consommateurs d'électricité et de gaz. On a un coût d'énergie qui est en France un peu cher, malgré une énergie décarbonée avec nos centrales nucléaires. Donc le coût d'énergie joue beaucoup dans la fabrication de nos produits manufacturés. Et si là, on pouvait trouver déjà un bon compromis et un coût intéressant, ça baisserait les coûts de production. Le gouvernement a pris acte de la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale tout en affirmant y être opposé. Le texte a peu de chances d'être adopté au Sénat et pourrait être un coup d'épée dans l'eau dans la mesure où la droite et le bloc centriste ont voté contre la nationalisation et qu'ils sont majoritaires à la Chambre haute. Au Palais Bourbon, les élus de Marine Le Pen se sont abstenus sur la question. Le député RN de Meurthe-et-Moselle, Frédéric Weber, est un ancien salarié d'ArcelorMittal France. Pour lui, une nationalisation n'est pas opportune à l'heure actuelle. C'est un gros mot pour nous de parler de nationalisation. Si effectivement Mittal, il annoncerait demain qu'il se désinvestit complètement de
des usines de Fos et de Dunkerque. Et donc, ce qui voudrait dire que ce serait la fermeture de ces sites. Évidemment, l'État stratège est obligé de reprendre, on va dire, la main sur ces derniers hauts fourneaux qui produisent de l'acier liquide. Ces annonces n'ont pas été faites par ArcelorMittal. Donc aujourd'hui, on peut encore utiliser, on va dire, une autre voie qui est la Golden Share, l'action préférentielle, c'est-à-dire qu'on rentre au capital de l'entreprise pour pouvoir être pragmatique et puis surtout avoir un poids sur les décisions de Mittal pour qu'il y ait un rapport de force pour qu'ArcelorMittal continue à investir et fasse ses investissements de décarbonation. La nationalisation, c'est quelque chose de possible, mais c'est vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand on arrive au bout du bout, qu'il n'est pas possible de conserver l'outil industriel, que l'État doit reprendre la main. Aujourd'hui, on pense qu'il y a encore un chemin pour essayer de trouver une solution plus consensuelle avec ArcelorMittal, c'est-à-dire de dire l'entreprise rentre au capital avec une minorité de blocage qui lui permet d'interférer sur les décisions stratégiques du groupe en termes d'investissement, en termes de gestion sociale, etc. Il faut quand même que l'État soit acteur et qu'on puisse proposer des propositions constructives pour essayer d'avancer et surtout de préserver notre sidérurgie française, parce qu'on ne pourra pas se passer de production d'acier liquide sur le territoire national. Nationaliser ArcelorMittal, qui est une usine intégrée dans l'Europe et dans le monde, c'est pas quelque chose de simple. Il y a même des emplois aujourd'hui qui ont été enlevés de l'entreprise, on parlait de la comptabilité par exemple, qui sont faits dans d'autres pays. Il n'y a plus qu'à attendre que notre gouvernement assume ce rôle d'État stratège. Et nous passons à présent à l'actualité en bref en France. Il sera bien au rendez-vous. Jean-Luc Mélenchon sera finalement auditionné samedi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les liens présumés entre partis politiques et réseaux islamistes, une commission présidée par le LR Xavier Breton. Initialement convoqué mardi 2 décembre, le vrai patron de la France insoumise avait décliné, expliquant être déjà pris et dénonçant un délai trop court avec convocation déposée le samedi soir pour le mardi. Celui qui a été parlementaire un tiers de siècle avait proposé de venir dès samedi ou dimanche afin, je cite, d'éclairer la commission sur l'histoire de la pensée républicaine en matière de relations entre religion et politique. La commission, qui doit rendre ses conclusions autour du 10 décembre, a déjà entendu Marine Tondelier, Laurent Nunez, ainsi que le directeur du renseignement de la préfecture de police de Paris. Avec Jean-Luc Mélenchon, la commission prend un risque car il est autrement plus câblé que les personnes subventionnées. La politique, un jeu de guignol, littéralement. Lundi, la France insoumise a présenté sa tête de liste pour les élections municipales dans le 7e arrondissement de Paris, Bruno Gassio, un producteur de télévision qui a été le co-auteur de l'émission satirique Les Guignols de l'info de 1992 à 2007. Après son départ de l'émission de marionnettes, il s'est plusieurs fois engagé en politique, militant pour l'euthanasie et soutenant Jean-Luc Mélenchon. Il a participé aussi aux Gilets jaunes et s'est opposé au pass sanitaire. L'ancien guignol de l'info est aujourd'hui candidat sur le terrain du ministre de la Culture, Rachida Dati. Quelle conclusion en aurait tiré la marionnette PPD ? La saga du Louvre n'est pas finie. Mardi, le 4e membre présumé du commando ayant commis le casse du 19 octobre a été placé en détention provisoire. Cet individu, déjà condamné à 6 reprises pour diverses infractions telles que proxénétisme, conduite sans permis et recel de vol, avait été arrêté une semaine plus tôt. Il a été mis en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en récidive. Ses avocats ont fait appel de sa détention, évoquant le manque de preuves, mais aussi le manque de dignité dans les prisons. En participant au casse d'un butin évalué à 88 millions d'euros, le suspect espérait sans doute un train de vie avec plus de dignité. Pendant ce temps, plus d'un mois après le cambriolage, aucune piste n'a été dévoilée quant aux bijoux toujours introuvables et aux commanditaires. Jugé pour s'être défendu. Ce mercredi, Gilbert Laurie, bijoutier retraité âgé de 80 ans, comparaît devant le tribunal de Lyon pour violence avec arme en octobre 2011, alors que sa bijouterie, située à Bron en banlieue lyonnaise, faisait l'objet d'un braquage. Il avait tiré avec son magnum sur les 2 malfaiteurs, blessant légèrement l'un d'eux. En 1986, Gilbert Laurie avait déjà tué un braqueur lors d'un cambriolage de bijouterie, mais la légitime défense avait été reconnue, ce qui n'est pas le cas pour cette nouvelle affaire. Précisons que pour le procès, les 2 braqueurs ne seront pas présents. En effet, le dénommé Mohamed, qui avait été blessé, a été hospitalisé, a reconnu les faits, puis a été placé sous contrôle judiciaire, avant de disparaître. Son complice, déjà connu de la police et de la justice, est lui aussi introuvable. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Des nouvelles de la défense européenne. La Bundeswehr a annoncé s'être fait dérober un chargement de munitions renfermant quelques 20 000 cartouches. Le vol a eu lieu sur un parking pendant que le chauffeur piquait un somme. Les transports de matériel militaire sont visiblement assurés par des civils dans des conditions comparables à un livreur Amazon. À l'heure où l'Union européenne effraie ses citoyens en agitant une prétendue menace russe, c'est une nouvelle démonstration de l'inconséquence des pays membres. Avant de bomber le torse face à Moscou, des priorités d'ordre intérieur devraient peut-être s'imposer.
Un coup d'arrêt symbolique. La Slovénie défie la numérisation forcée du cash. Son Parlement a adopté lundi un amendement constitutionnel protégeant le droit d'utiliser des espèces pour toute transaction légale. Soutenu par 61 voix sur 90, ce texte répond à une pétition de l'ONG Nous sommes connectés qui a récolté plus de 50 000 signatures en 2023 pour alerter sur une fin de la liberté face à une surveillance totale. C'est la troisième nation de l'UE à franchir le pas après la Hongrie et la Slovaquie. La BCE elle-même, en septembre 2024, avait réaffirmé l'importance des billets pour les exclus du numérique. En France, une proposition de loi constitutionnelle multipartisane déposée le 31 octobre 2025 à l'Assemblée vise à ancrer ce droit dans la 5e République contre les appels à abolir les espèces pour traquer la fraude, comme le prônait Gérald Darmanin. Nouveau scandale de corruption en marge du Parlement européen. Mardi, l'ancienne chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des usages frauduleux des fonds européens. 2 autres personnes sont concernées, Stefano Sannino, un haut responsable de la Commission européenne, et le directeur adjoint du Collège d'Europe. L'affaire porte sur des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un cursus pour former les diplomates. En effet, en 2021, le programme a été attribué au Collège d'Europe dirigé par Federica Mogherini depuis 5 ans. Les autorités soupçonnent une entente entre les institutions européennes et l'établissement pour qu'il remporte le contrat de 654 000 €. Après le scandale du Qatargate en 2022, on comprend décidément l'attrait de l'UE pour l'Ukraine, dont les institutions font figure d'exemple en matière de corruption. Grande manœuvre de fin d'année dans les banques. Du 25 au 28 décembre inclus, les virements interbancaires standards dits SEPA seront bloqués en raison de la fermeture annuelle du système de règlement européen Target, exploité par la Banque centrale européenne. La Fédération bancaire française l'a rappelé mardi, les ordres de paiement passés pendant cette période, dont les salaires, factures et autres étrennes, seront bien enregistrés par les banques, mais le règlement effectif n'interviendra qu'à la réouverture du système le lundi 29 décembre. Ce calendrier publié dès septembre 2024 est connu de longue date et relayé aux entreprises pour leur permettre d'anticiper. En revanche, les virements instantanés et les virements internes à la même banque restent opérationnels. Un même dispositif sera reproduit en 2026 autour de la fête de Pâques, du 3 au 6 avril et encore pour Noël. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, vous avez rendez-vous avec Alerte Générale. Alexis Poulain et Nicolas Vidal reçoivent l'acteur Laurent Firode qui balance tous les scandales du cinéma français. Là, je vais vous donner un truc, mais Laurent et moi, on se connaît parce qu'on était voisins. Et j'ai été figurant dans le battement d'aile du papillon. Ouais. Ah ouais ? Absolument. Et tu me dis que maintenant, en fait. Bah, c'était un peu la surprise. Une collusion, ça me gave. Le pire, c'est qu'on a même tourné chez toi. Et on a tourné chez moi. Ouais. Et Audrey Tautou... On va vous laisser, les gars. C'est ça, la grande famille du cinéma. Et ça va plus loin, puisqu'Audrey Tautou était dans mon lit. Demain, dès jeudi, découvre un nouveau Zoom avec l'ingénieur Samuel Furfari qui dénonce le cirque diplomatique autour des COP. Vous qui avez participé à toutes ces COP, est-ce que vous l'expliquez dans votre ouvrage, est-ce que vous vous êtes dit au bout d'un moment, mais en fait, ça ne sert à rien et ça va dans le mauvais sens en plus? Oui, ça va dans le mauvais sens parce que, à part l'Europe, ou plutôt à part l'Union européenne, pour être précis, ben, il n'y a plus personne qui s'occupe de ce genre de choses. L'Union européenne est convaincue qu'elle va réduire ses émissions de CO2 pour atteindre 0% d'émissions de CO2 d'ici 2050. C'est ce qu'ils appellent le net zéro, en pensant entraîner les autres. Mais il n'y a personne qui suit l'Union européenne. Les pays ont besoin de croissance, de prospérité, même de faire sortir des grands pans de la population de la misère. Et ça, il n'y a qu'une solution. C'est l'énergie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Demain, rendez-vous aux côtés d'Olivier Frère-Jacques pour une nouvelle page d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.